pense que le SOPK, on n'en parle pas publiquement parce que c'est vraiment, honteux. Les symptômes sont vraiment pas sexy, hein. Pour une femme, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Elle a des poils, notamment à des zones, forcément pas très féminines. Donc, ça m'arrive parfois de parler à des personnalités, à des gens qui auraient une notoriété, qui sont concernés par le SOPK, mais qui ne l'évoquent pas et ne veulent pas l'évoquer. Et je pense en partie parce que, c'est, une pathologie, un trouble hormonal qui fait vraiment référence à des symptômes, assez honteux. Bonjour, je m'appelle Eva Lecoq, j'ai 27 ans et je vis depuis toujours avec un trouble hormonal qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques et je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire, mon parcours et comment je vis avec. Le SOPK, c'est un trouble hormonal, donc c'est pour syndrome des ovaires polykystiques. Il touche une femme sur 10 en France et on dit une femme sur 7 dans le monde. Donc c'est un syndrome qui va engendrer une multitude de symptômes, parmi lesquels on va avoir l'absence de règles ou l'irrégularité des cycles, des symptômes d'hyperandrogénie qui vont être l'acné, la pilosité, la chute de cheveux. Donc la pilosité, c'est une pilosité excessive à des zones dites masculine, donc là où on n'en trouverait pas chez la femme normalement. Ensuite, on va avoir des symptômes plutôt, métaboliques, donc difficulté, à perdre du poids, une facilité, du coup à en prendre, des fringales de sucre, et ça peut découler sur du diabète de type 2 ensuite. Et puis après, on va avoir, plutôt des symptômes qui vont être liés à la santé mentale, parce que c'est un trouble hormonal qui va vraiment impacter, la confiance et l'image de soi et donc on peut retrouver plus de troubles anxieux dépressifs et aussi, plus de problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Dans mon cas, ce qui m'a toujours mis en alerte, c'est l'absence de règles, parce que je les ai eues pour la première fois en quatrième et elles sont revenues que 2 ans plus tard et ensuite après ça, elles sont encore revenues que 2 ans plus tard, donc en 4 ans, je les avais seulement eues, 3 fois. Donc ça nous a déjà mis sur la piste que quelque chose, allait pas forcément bien, donc j'avais été consulter, une gynécologue à l'époque, qui avait pas forcément, été alertée et j'avais d'autres signes comme par exemple, de l'acné dans le dos. Je commençais vraiment aussi à prendre du poids de manière un petit peu inexpliquée, notamment autour de la sangle abdominale et puis, j'avais essayé d'aller voir une diététicienne et j'avais pas perdu de poids. Donc c'était un petit peu, déjà les signes, avant-coureurs, vraiment les cycles irréguliers, la prise de poids et l'acné. Donc en effet, moi j'avais été consulter une première gynécologue à la suite de cette absence de règles qui avait, au tout début pas forcément été, inquiétée et puis, 1 an plus tard, on a vraiment été reconsultés parce que là, elles ne revenaient toujours pas, et donc à ce moment-là, on m'a proposé la pilule alors qu'en effet, donc j'avais 17-18 ans. En effet, j'avais pourtant déjà tous les signes, qui peuvent mettre sur la piste d'un SOPK. Donc j'ai passé plusieurs années, sous pilule sans trop me poser de questions. J'avais un petit peu moins de symptômes, mais il y avait toujours, de l'acné persistante, j'avais toujours des soucis de poids qui s'étaient même aggravés, où j'avais pris, beaucoup, beaucoup de poids. Et donc je me souviens en Erasmus où, mine de rien, c'était un sujet qui me trottait beaucoup dans la tête, donc j'avais décidé d'arrêter la pilule pour voir si, je me sentais mieux, si mes règles revenaient parce que j'étais vraiment curieuse de comprendre ce qui se passait. Et après 4 mois d'arrêt de pilule, mes règles n'étaient toujours pas là, donc j'avais été reconsultée, à mon retour en France et encore une fois, il avait, tous les symptômes et tout le tableau clinique qui aurait pu poser un diagnostic. Et donc j'avais fait, prise de sang, échographie, donc vraiment, le déroulé de comment se passe le diagnostic du SOPK, mais ce gynécologue-là n'avait pas, jugé pertinent de m'informer de ce diagnostic, donc il l'avait posé. C'était écrit sur l'échographie, c'était écrit, voilà, sur le compte rendu, qu'en faveur des critères échographiques et du bilan sanguin, il y avait un SOPK. Mais je me suis pas forcément posé de questions parce qu'il me l'a pas, expliqué à l'oral, il m'a rien dit du tout.
à part vous avez les ovaires feignants, revenez me voir quand vous voulez des enfants et faites juste attention avec votre poids. Et puis reprenez la pilule, c'est la seule solution. Donc, plusieurs années sont encore passées après ça et c'est en 2019 où en me baladant sur les réseaux sociaux, je vois que Enjoy Phoenix a été diagnostiqué du SOPK ou supposé avoir le SOPK. Et en fait, j'ai tapé ces 4 petites lettres sur Google et c'est là que j'ai vu syndrome des ovaires polykystiques, que je me suis un peu renseignée sur le tableau clinique et que j'ai compris que bah, ça correspondait à tout ce que je vivais depuis toujours. Donc je me souviens avoir appelé ma maman, j'habitais à Paris à l'époque, j'ai appelé ma maman en Normandie et je lui ai dit «S'il te plaît, ressors-moi l'échographie qui date d'il y a 2 ans, de ce gynécologue, elle est dans mon tiroir, dans le bureau» et en fait, elle me l'a envoyée, me l'a prise en photo et c'est là que j'ai compris que j'avais été diagnostiquée, mais qu'on m'en avait pas parlé. À la suite de quoi, j'ai été revoir un gynécologue et donc j'ai moi-même je suis arrivée dans le cabinet en disant: «Je pense avoir le SOPK», avec tous les examens qui dataient de l'époque et il a confirmé ce diagnostic. Mais donc il m'a quand même fallu, bah, à partir quasiment, j'ai été diagnostiquée à 21 ans et j'ai eu mes premiers signes à 14 ans et ma première consultation gynécologique à 16 ans. Donc il m'a fallu, bien 5 ans, 5-6 ans pour avoir un diagnostic ou même qu'on m'évoque tout simplement le SOPK. Quand on m'a annoncé le diagnostic, forcément, j'ai eu très peur. Donc, je me souviens avoir fondu en larmes dans le cabinet du gynécologue et d'ailleurs, avoir, été, reçue, enfin, il a beaucoup minimisé au final, la pathologie en me disant: «Mais c'est rien, tout le monde l'a, bla». Donc, bon, je suis sortie de là, dans l'incompréhension, mais un petit peu soulagée quand même d'avoir un mot et un peu, pas un ennemi à abattre, mais avoir quelque chose à combattre parce que durant toutes ces années, je savais pas en fait, ce que j'avais. Donc c'était quand même, un soulagement de savoir qu'il y avait quelque chose, que c'était pas dans ma tête, que voilà, il y avait un mot. Et après, bah, j'ai commencé à me renseigner et là, c'est un peu mélangé, la peur, mais d'un côté l'espoir de dire: «Bon, bah, peut-être que je peux faire quelque chose». Donc c'était assez, mitigé, mais je me souviens aussi avoir eu un petit deuil et avoir ressenti pas mal de colère envers le corps médical qui, pendant toutes ces années, m'a pas diagnostiquée. Parce que je pense que si on m'avait dit à 16 ans, potentiellement, mademoiselle, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, je peux pas vous le confirmer tout de suite parce que aujourd'hui, on estime qu'il faut à peu près 7 ans après l'apparition des premières règles pour vraiment poser un diagnostic. Mais si on m'avait simplement expliqué que peut-être il y a ça et que dans ce cas-là, il faut que je fasse attention à l'alimentation parce que je peux prendre du poids plus facilement que les autres, que dans ce cas-là, je peux avoir, faut faire attention aux troubles du comportement alimentaire qui peuvent s'installer, etc. Bah, je pense que j'aurais passé des meilleures années étudiantes. Je pense que j'aurais passé moins d'années à me détester, à pas comprendre, à m'en vouloir parce que enfin, je prenais énormément de poids, donc je voyais mon corps changer, je comprenais pas. Donc, ouais, j'ai été en colère très longtemps. Et aujourd'hui, bah, cette colère, elle s'est transformée en autre chose et en combat. Mais il y a eu beaucoup de colère, ouais, qui a nourri un petit peu l'après-diagnostic. Bah, sur l'après-diagnostic, j'ai vraiment commencé par me former et essayer de comprendre la pathologie sans devenir complètement. Enfin, en effet, c'est quelque chose qui peut devenir anxiogène quand on commence à taper sur Google et qu'on voit infertilité, diabète, risque cardiovasculaire. On peut vite devenir très angoissé. Donc, moi, j'ai commencé à me renseigner, mais surtout à être orientée solution. Donc, j'ai aussi commencé enfin, fait un vrai travail intérieur sur, OK, la pathologie, elle m'a impacté de telle manière. Voici aujourd'hui, mon quotidien, comment il est impacté. Donc j'avais les symptômes avec lesquels j'apprenais à vivre et voici, ce que doit être mon quotidien si je veux, apprendre à mieux supporter les symptômes, si je veux faire en sorte, d'aller mieux et cetera. Donc au début, ça a été vraiment, très, analytique et au fur et à mesure, j'ai commencé à être dans l'action en regardant comment je pouvais améliorer mon alimentation, mon hygiène de vie, en me renseignant sur, les compléments. Mais surtout, je pense qu'il y a eu un vrai travail de comprendre la pathologie et comprendre voilà, l'impact hormonal que ça peut avoir sur mon corps.
Quand j'ai été diagnostiquée, je me suis sentie très seule, surtout parce qu'en France, il y avait aucune ressource. Donc j'ai été diagnostiquée en 2019. À l'époque, je crois que les associations françaises venaient à peine de se créer ou elles se sont créées 1 an plus tard et donc toutes les ressources que je trouvais, c'était en anglais. Donc j'avais la chance d'avoir fait un Erasmus et d'être très à l'aise en anglais, donc j'ai commencé à me renseigner qu'en anglais et je voyais des forums, et cetera, mais en effet, c'était vraiment à chaque fois aux US la plupart du temps. Donc je me suis sentie hyper seule. Autour de moi, j'en parlais, personne connaissait et même pour celles qui avaient des signes un petit peu similaires aux miens, elles voulaient pas être diagnostiquées ou elles l'avaient pas été, donc elles voyaient pas l'intérêt, enfin, c'était assez, ouais, quand j'essayais d'en parler autour de moi, même par rapport à ma famille, alors aujourd'hui, le rapport est tout autre, mais je pense à ma maman quand j'en ai parlé la première fois, elle a un peu eu une réaction, «Oh c'est quoi ça encore? Encore une maladie?» parce que ma sœur avait été diagnostiquée de certaines pathologies, donc je pense que c'est il y a eu un peu un effet de, potentiellement un peu une maman qui se sent coupable ou qui préfère pas comprendre, être dans le déni ou je sais pas, mais en tout cas, même du côté de mon entourage, je pense que personne avait vraiment mesuré en fait que bah, c'est une vraie maladie et donc que j'ai été vraiment diagnostiquée d'un trouble. Je pense que ça n'a pas été compris et que comme j'ai senti que c'était pas accueilli, ben ouais, je me suis retrouvée vraiment, vraiment seule à ce moment-là. Au niveau de mes amis et de mes relations, j'en parlais vraiment pas, au début. J'ai commencé à en parler que quand c'est devenu mon combat. Je pense que la seule personne à qui j'en parlais, ben, c'était ma sœur, parce que ma sœur, elle aussi, elle a été diagnostiquée d'ailleurs peu après, en début 2021. Et que, ben, elle avait une d'autres pathologie qui est la maladie d'Hashimoto. Donc au final, on s'est beaucoup, retrouvés là-dessus, on se partageait beaucoup nos conseils, on échangeait énormément. Dès qu'elle, elle voyait quelque chose passer sur le SOPK, elle me l'envoyait et cetera. Donc je pense que mon soutien, ouais, c'était beaucoup ma sœur. Je pense que le SOPK, on n'en parle pas publiquement parce que c'est vraiment, honteux. Les symptômes sont vraiment pas sexy, hein. Pour une femme, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Elle a des poils, notamment à des zones, forcément pas très féminines. Donc, ça peut être la moustache, ça peut être la barbe, ça peut être le torse, ça peut être derrière les cuisses, le nombril, donc plutôt des zones, virilisantes. C'est une maladie assez virilisante. L'acné, la prise de poids. Donc nous, aujourd'hui, on aime que les femmes, elles soient minces, mais pas trop. Donc là, dans le cadre du SOPK, vraiment, on a plutôt... Alors, c'est pas une généralité, mais on peut avoir affaire à des femmes qui vont avoir une corpulence un peu plus importante. Là où l'endométriose, en comparaison, qui aujourd'hui est beaucoup plus connue, ben, c'est plus relié à la douleur, c'est moins relié à des symptômes honteux. Donc on en parle beaucoup plus simplement. Alors il y a quand même eu énormément de tabous et on a mis longtemps à en parler parce que ça concernait les règles, principalement, même si aujourd'hui on sait que l'endométriose, c'est plus ça seulement. Mais en tout cas, on en a parlé un peu plus facilement. Aujourd'hui, même les hommes, je pense, sont plus à l'aise de parler de l'endométriose parce que, ah oui, c'est quand les femmes ont des grosses douleurs. Alors que le SOPK, bah, c'est vrai que même pour une femme aujourd'hui, nous, ça m'arrive parfois de parler à des personnalités, à des gens qui auraient une notoriété, qui sont concernés par le SOPK, mais qui ne l'évoquent pas et ne veulent pas l'évoquer. Et je pense en partie parce que c'est une pathologie, un trouble hormonal qui fait vraiment référence à des symptômes assez honteux. Et notamment bah, l'infertilité, qui est le SOPK, c'est la première cause d'infertilité mondiale féminine. Et donc forcément, ben, aujourd'hui, les femmes, on les voit aussi encore un peu sous leur fonction reproductrice, à mon grand regret. Et donc je pense en effet, le fait que le SOPK, ça soit un trouble qui peut rendre infertile, bah, encore une fois, c'est encore plus honteux. Et je pense que même en tant que femme, on peut se sentir moins femme parce qu'on se dit qu'on va avoir des difficultés à avoir des enfants. Le SOPK, il faut savoir que c'est pas non plus une fatalité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour apprendre à vivre avec, diminuer les symptômes. Dans mon cas, la première étape, ça a vraiment été de comprendre la pathologie, de se renseigner.
de faire attention aux idées reçues qu'il peut y avoir, que même parfois le corps médical peut nous véhiculer et qui sont pas toujours vraies. Donc ça a été vraiment de beaucoup me renseigner, de regarder aussi les dernières études en cours et cetera. Et puis ensuite, quand on comprend comment la pathologie fonctionne, on comprend assez vite comment on peut agir dessus. Donc il y a notamment, l'alimentation. Moi, je pense que ça a été une grosse, partie de mon parcours. Ça a été d'apprendre à manger pour nourrir mon corps et le soutenir dans sa quête de rééquilibre, de notamment des enfin, parce qu'aujourd'hui l'alimentation a un vrai impact sur nos hormones, donc ça a été, d'apprendre à faire des plats qui nourrissaient mes hormones dans le bon sens. Hem, la deuxième étape, ça a été de renouer aussi avec mon corps et d'être moins dans la punition, là où avant je pouvais faire du sport vraiment de manière excessive, principalement pour perdre du poids. Bah, j'ai appris à faire du sport, pour, bouger, pour déstresser, pour, me reconnecter et cetera et donc je en fait, tout simplement, j'y allais de manière plus régulière, heu et enfin, forcé un peu moins intensive. C'est-à-dire que je faisais un peu plus attention à mes séances, mais en tout cas, le sport pour moi était un gros pilier, de prise en charge et d'amélioration de mon bien-être. Ensuite, je pense que l'autre étape, ça a été de regarder un peu mon environnement, faire attention à tout ce qui était perturbateurs endocriniens qui aujourd'hui ont un vrai impact sur les hormones et qui peuvent encourager, l'apparition des troubles hormonaux. Donc ça, pour moi, ça a été les vrais, piliers, je pense alimentation et sport. La 3e partie, c'est un peu plus, tout ce qui va être, soutien, du corps à travers la micronutrition, la phytothérapie. Donc moi, je me suis beaucoup renseignée à l'époque, sur les dernières études qui sortaient, sur des compléments alimentaires qui pouvaient aider. Et c'est en effet un petit peu ce qui a été le déclencheur pour moi, où j'ai vraiment vu un avant et un après. Donc je m'étais fournie à l'époque, outre-Atlantique où j'achetais des compléments alimentaires aux US, qui étaient formulés spécifiquement, pour soutenir, l'équilibre hormonal et donc améliorer les symptômes du SOPK et c'est là que j'ai vraiment vu, une différence. J'ai commencé à perdre du poids, et je pense que un peu le moment clé où j'ai compris que j'avais réussi à reprendre un petit peu le contrôle, c'est quand, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que j'estimais que j'avais atteint un certain équilibre dans mon alimentation, ma routine sportive et cetera. Donc j'ai pris la décision pendant le confinement, d'arrêter la pilule pour voir ce qu'il en était et en fait, mes règles sont revenues au bout de 35 jours de manière naturelle et après ça, j'ai eu des cycles réguliers entre 30 et 40 jours depuis ça, alors que, ben, à l'époque, j'avais jamais eu mes règles, pendant des années. Donc c'est là que j'ai vraiment compris que, OK, j'avais repris, le pouvoir et que c'était possible de mieux vivre avec. Quand j'ai commencé à reprendre le contrôle et que, ben, je partageais beaucoup de choses, avec ma sœur qui elle aussi avait été diagnostiquée, de certaines pathologies, en fait, c'est au détour d'un repas de famille où je lui ai expliqué que, bah, le complément alimentaire que j'utilisais m'avait fait énormément de bien, mais que malheureusement je le retrouvais plus, l'usine devait plus le produire ou j'arrivais plus à me le faire, livrer. Et elle a sorti un petit peu naïvement, «Eh mais on devrait, tellement, refaire une marque de compléments alimentaires, pour les femmes en France, regarde, toi celui que tu prends il t'a changé la vie et puis la compo est pas parfaite, on pourrait faire mieux et en plus il y a un gros vide médical, personne parle du SOPK» et en fait, je me suis dit: «Beh, oui en fait il faut qu'on le fasse». Donc au début on en a rigolé et on s'est appelé quelques jours plus tard en se disant: «Mais on ne dort plus. Cette histoire, en fait, cette idée nous trotte trop dans la tête, cette idée nous anime, on a vraiment envie d'en faire quelque chose et donc on a commencé tout simplement à d'abord, regarder si en effet ce qu'il existait en France, ce qu'on pouvait mieux faire, est-ce qu'il y aurait potentiellement un marché? Mine de rien, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se pose un peu la question de: «Est-ce que des gens vont suivre?» et on s'est dit: «Mais en fait, même si il faut le faire parce qu'il y a beaucoup trop de besoins» et que on voyait sur les forums en France qu'il commençait à y avoir de plus en plus de questions et à chaque fois des questions qui étaient sans réponse. Donc pendant qu'on a, un peu mûri cette idée de complément alimentaire, moi j'ai commencé par ouvrir un compte Instagram, sous le nom de Sova, donc Solène et Eva, Sova, Solène qui est ma sœur
Et donc, j'ai tout simplement commencé à partager des conseils, mais aussi rappeler, basiquement parfois ce qu'était le SOPK, les mythes qu'on pouvait entendre sur le sujet et ce qui était faux, les mythes qui étaient en réalité, vrais, et donc, voilà, on a commencé à diffuser beaucoup d'informations sur le sujet et je me souviens que le troisième TikTok qu'on a fait à l'époque avait déjà fait 180 000 vues. Donc, allez, vraiment à cette époque-là, c'était en début 2021, c'était vraiment énorme. Et donc on s'est dit: «OK, il y a un vrai besoin» et sous ce TikTok, on n'avait que des commentaires de femmes qui disaient: «Mais il est temps, enfin, je pensais être toute seule, merci d'en parler, je vais suivre votre compte» et on a pris un nombre d'abonnés colossal en 24 heures. Donc là, on a compris que, OK, en fait, il y avait un vrai besoin et on a commencé à se lancer à fond. Moi, je suis passée à mi-temps j'avais un CDI, je suis passée à mi-temps et donc on commençait à travailler le soir de plus en plus sur le projet et ça a commencé comme ça. Donc au fur et à mesure du temps, la communauté, elle a vraiment pris, de l'ampleur. Aujourd'hui, on a quasiment 100 000 personnes sur Instagram et quasiment 70 000 sur, TikTok, donc ça fait un beau monde. On a commencé aussi à faire des événements, donc on a eu beaucoup ce retour. On reçoit, quasiment, je pense entre 200 et 300, messages privés par jour. Que ce soit des questions de la communauté sur, la pathologie, mais on reçoit aussi beaucoup, beaucoup de messages d'amour, vraiment des gens, des femmes notamment, donc et d'ailleurs principalement des femmes. On a parfois eu des hommes qui venaient nous poser des questions, parce qu'ils savaient pas trop comment aider leur conjointe et cetera, donc ça, c'était très mignon, mais ça nous arrive de temps en temps d'avoir ce genre de messages. Mais ce qu'on reçoit principalement, c'est vraiment des messages d'amour de femmes qui vont spontanément nous écrire un paragraphe entier pour nous dire à quel point, elles ont adoré avoir des conseils, qu'elles se sentent moins seules, qu'elles ont trouvé des réponses, que grâce à nous, elles ont, retrouvé de l'espoir, qu'elles arrivent à mettre en place des choses dans leur hygiène de vie et cetera. Certaines aussi ont eu l'occasion, bah, d'utiliser nos compléments alimentaires, et nous disent à quel point, ça a pu les aider. Parfois, on reçoit des tests de grossesse positifs, donc enfin, c'est vraiment, énormément, d'amour. Et puis nous, on essaye au maximum de répondre à toutes les questions qu'on reçoit, en DM pour, ben, essayer de faire en sorte que les femmes ne retraversent pas ce que nous, on a pu vivre. Je pense que le message que j'aimerais faire passer, à toutes les femmes qui soit se posent des questions, soit qui sont diagnostiquées, c'est déjà qu'il faut pas perdre espoir et se faire confiance dans le fait qu'on peut arriver un jour à reprendre le dessus sur la pathologie. Soit, apprendre, à vivre avec, soit, vraiment, être dans l'action et améliorer les symptômes, faire en sorte qu'on se sente mieux dans notre corps. Il y a vraiment plein de solutions qui existent, que ce soit des traitements médicamenteux, que ce soit des alternatives naturelles, que ce soit les 2 ensemble et c'est le mieux. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se développent. Moi, j'ai espoir aussi dans le fait que la médecine va commencer à avancer parce que grâce à l'effet de communauté, grâce au fait que les femmes et la parole se libèrent sur le sujet, et ben, les médecins sont obligés de se mettre à jour, les médecins sont obligés de chercher des solutions actives. Ces derniers mois et ces dernières années, on a vraiment fait des progrès sur la compréhension de la pathologie et sur la recherche de solutions. Donc, moi, je pense que les années à venir vont être, meilleures et qu'on va pouvoir, trouver des solutions et toutes se sentir mieux, avec cette pathologie. Si je devais dire un petit message à la Eva, de 16 ans, hem, je pense que je lui dirais vraiment de se faire confiance sur, ses ressentis parce qu'à 16 ans, je savais, j'ai toujours su en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'ai jamais poussé, j'ai jamais, je me disais que c'était dans ma tête, je me disais que ça allait finir par arriver, que en fait, je me suis pas fait confiance sur mes ressentis, je me suis pas fait, confiance et je me suis pas, écoutée quand la gynécologue de l'époque me disait des choses, hyper blessantes, alors que je savais que c'était pas de ma faute. En fait, je me suis vraiment, ouais, pas fait confiance et donc je pense il faut s'écouter et quand on sent que quelque chose ne va pas,
c'est certainement qu'il y a un problème. Donc faut pas hésiter à pousser auprès du corps médical, auprès de vos parents, auprès de voilà, pas hésiter à aller voir, des gynécologues différents, des médecins différents pour avoir un diagnostic. Parce qu'à partir du moment où on a le diagnostic, c'est à partir du moment où on sait sur quoi enfin, contre quoi on doit se battre et comment agir. Donc c'est hyper important et voilà. Je pense que si on fait face à des médecins qui parfois nous écoutent pas et ben, il faut vraiment persévérer et se dire que le prochain sera peut-être celui qui nous donnera des solutions. Je pense que si je devais dire un message à, la Eva qui vient tout juste d'être diagnostiquée, c'est, «Tu vois, je te l'avais dit». Tu vois, tu aurais dû te faire confiance, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas dans ta tête, que, t'en fais pas pour toutes les années que tu estimes avoir été gâchées à cause, des symptômes. Ben, prends le temps de digérer et dis-toi que les années d'après vont être bien meilleures. Et que tu arriveras à transformer cette colère en quelque chose de très positif pour toi et pour, les autres femmes.